Oui, je pense qu'on pouvait opposer il y a 10 ans ou il y a 15 ans les entreprises industrielles classiques qui avaient des transformations, on va dire, une fois tous les 3 ans. On était, nous, appelés une fois, puis pendant 3 ans, il ne se passait pas grand-chose. Et après, bon, voilà. Et puis les startups, où il s'est toujours passé ce que tu disais. Aujourd'hui, le rythme s'est accéléré aussi dans les entreprises traditionnelles qui sont en transformation permanente. Elles n'osent pas forcément l'annoncer, le dire, parce que encore une fois, ça fait un peu peur. Mais c'est quand même la réalité. Alors peut-être pas tout à fait au même rythme. Bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 10 de Ça vient des RH. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver pour mémoire en podcast et aussi sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu particulier, celui de la réorganisation. Et spécifiquement, on va le traiter en 2 grandes parties. Cette partie aujourd'hui, on va parler des phases en amont d'une réorganisation avec nos invités. Donc la partie un peu juridique, les instances, toute la partie qui est parfois vue comme un peu technique, mais qui est naturellement essentielle. Et une deuxième partie que vous verrez dans l'épisode qui sera diffusé certainement le 8 mars, qui aura trait cette fois-ci à comment on accompagne post-organisation les salariés, l'équipe, les managements, la stratégie. Et je laisse la parole à Pierre. Merci beaucoup Julien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en tout cas pour ce 10e épisode de Ça vient des RH. Peut-être avant d'aborder plus en détail le sujet, j'ai peut-être juste laissé le soin à nos invités, donc Karine et Philippe, de se présenter en tout cas. Bonsoir, Karine Gachot. En fait, moi donc j'ai une carrière en plusieurs périodes. J'ai commencé par la finance. Donc on en reparlera un peu plus tard. Passionnée par les ressources humaines, j'ai eu la chance de changer de métier. Ce qui me caractérise, c'est que j'ai passé plus de 20 ans dans le secteur des technologies à l'international. Et après ces 20 années en entreprise, en fait, j'ai décidé de faire mon métier autrement et j'ai créé un cabinet de conseil RH, Canva, qui accompagne les entreprises sur toutes leurs problématiques humaines, quel que soit le secteur et la taille de les entreprises. Super ça. Donc on a parcours assez riche et qui va être très intéressant pour le sujet. Moi, je suis Philippe Grabli, je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Oneda. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Oasis. Oneda est un cabinet d'accompagnement des transformations socialement sensibles. Donc, on est au cœur du débat. Et moi, j'ai une expérience préalable de conseil en stratégie. J'étais chez Bain pendant un petit moment. Et après, assez vite, je suis parti dans les sujets plus liés à l'exécution, à la mise en œuvre, plutôt qu'à des concepts stratégiques. Voilà. Okay. Merci pour ces premières présentations. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu dans le vif du sujet. La réorganisation, on en parle, j'aimerais dire, régulièrement dans les médias. Alors, ça revêt finalement plein de choses qui sont claires, pas claires. Si je vous posais la question d'une réorganisation, pour vous, la réorganisation, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça peut recouvrir un peu plus concrètement comme thème ou comme aspect ? Qu'est-ce que vous pourriez répondre ? Comme tu le disais, la réorganisation, d'abord, c'est un mot qui fait peur. Oui, ça c'est sûr. Ça rassure rarement. Voilà. En général, on ne dit pas chouette. Et donc, derrière, ça veut dire changement. Oui. Pour moi, c'est vraiment signe de changement. Et je dirais que réorganisation, transformation, souvent, il y a transformation et donc accompagnement au changement. Voilà ce que je pourrais dire. En quelques mots. En propos après, on peut rentrer dans le détail, oui. mais moi, je dirais ça. Et pareil aussi. C'est un terme, oui, transformation, c'est un terme maintenant assez banalisé. Enfin, je veux dire, quel est le cabinet de conseil qui ne fait pas de conseil en transformation ? On est parti, nous, dans ce métier, parce que depuis longtemps, on est dans ce métier où on parlait plus de restructuration, et maintenant, on est sur de la transformation. Bon, est-ce que c'est mieux ou pas ? Est-ce que ça couvre la même chose ou pas ? C'est plus politiquement correct, mais globalement, dans certains cas, ça recouvre la même chose. Dans d'autres cas, non. Il n'y a pas forcément toujours de suppression de postes, il n'y a pas forcément toujours des changements d'organisation, ni des modifications de contrats de travail. Donc, oui, parce que c'est souvent, en général, ce qui a été dit à l'instant, on raccroche régulièrement, en tout cas dans le vocable commun, réorganisation, meaning suppression de postes.
En tout cas, il y a souvent cette corrélation qui est faite, alors que ça soit lié à une fusion, une scission ou d'autres aspects. À contrario, où on peut imaginer que dans une transformation, une digitalisation, enfin, je vais vous laisser parler, une réorganisation ne veut pas forcément dire suppression de postes. On est d'accord sur ça. Tout à fait. Et c'est probablement cette différenciation qui est pas assez pédagogiquement explicitée et pour lequel ça peut être intéressant d'être dans les opérations, peut-être en exemple que vous pouvez avoir, de transformation, de digitalisation, ou au contraire, on était plus dans une phase d'expansion, alors qu'en même temps, réorganisation, ça pouvait aussi... Moi, j'ai fait des réorganisations avec des suppressions. C'était moins rigolo, je ne vous cache pas. Est-ce que vous avez des exemples de digitalisation, de transfo que vous avez pu conduire récemment peut-être? Parce que c'est le sujet qui semble être à la mode aussi dans les entreprises. Je pense qu'effectivement, vu le contexte, vu l'incertitude, vu le contexte économique, en fait, les entreprises, alors ça dépend des secteurs, mais les entreprises, moi j'accompagne beaucoup les entreprises dans le secteur de la tech. Parlez un petit peu dans le... Dans le secteur de la tech, et effectivement, la réorganisation, qui dit changement d'organisation, en fait, évidemment, à 90% ne signifie pas suppression de postes. Je dirais qu'on est plutôt dans l'optimisation aujourd'hui. Moi, dans mes clients que j'accompagne, on parle beaucoup de réorganisation, optimisation, pour s'adapter tout simplement au contexte économique. Et dans ces cas-là, ça veut dire des créations de nouvelles BU, des créations de nouveaux services. C'est ça que ça veut dire, un peu plus concrètement? Exactement. Ce que ça veut dire aujourd'hui, dans un contexte économique qui nous demande de nous adapter, la concurrence, changement des comportements de consommation et autres, on doit effectivement changer l'organisation. Et donc, concrètement, ça veut dire peut-être créer des nouvelles BU, en transformer d'autres, ça veut dire peut-être aussi faire des vases communicants. Oui. On parle beaucoup aussi, effectivement, comment être agile et comment on peut utiliser les compétences différemment. Donc ça inclut tout ça, les réorganisations. Et finalement, c'est un peu le sujet qui est assez intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus une typologie d'entreprise qui est, je dis pas, quand on regarde le côté start-up, où finalement on vient plutôt pour une mission ou plutôt pour le projet, on apporte toutes les compétences qu'on peut y avoir, on n'apporte pas forcément une compétence, que c'est pas plus facile finalement d'être dans une réorganisation dans un écosystème, alors je dirais start-up parce que c'est un peu à la mode, versus une entreprise peut-être un peu plus importante en termes d'effectifs, où les postes sont quand même plutôt rigides, les compétences aussi. Alors, la question peut être naïve, mais est-ce que c'est pas finalement plus facile de parler de réorganisation à ce niveau-là, et quitte à ce que ce soit une réorganisation où on parle de licenciement derrière? Alors, je vais faire une réponse oui et non. Une bonne réponse de Norme. Voilà. Oui, effectivement, ça dépend du secteur. Les entreprises du secteur, qu'on parle start-up, scale-up, leur vie est en fait en mouvement permanent. Donc, réorganisation, on pourrait dire, à la vie au quotidien. En fait, on s'adapte tellement au quotidien en fonction de notre contexte, du marché, des attentes, que c'est un peu le quotidien. Ensuite, sur les entreprises, je dirais, plus matures, peut-être plus structurées, en général, ça rime quand même avec une feuille de route annuelle ou en fonction d'événements importants qui entraînent du coup un changement de structure, un changement parfois de fonction, des ajustements, mais encore une fois qui ne riment pas forcément avec des suppressions de postes. Même avis aussi Oui, je pense qu'on pouvait opposer il y a 10 ans ou il y a 15 ans les entreprises industrielles classiques qui avaient des transformations, on va dire, une fois tous les 3 ans. On était, nous, appelés une fois, puis pendant 3 ans, il ne se passait pas grand-chose. Et après, bon, voilà. Et puis les startups, où il s'est toujours passé ce que tu disais. Aujourd'hui, le rythme s'est accéléré aussi dans les entreprises traditionnelles qui sont en transformation permanente. Elles n'osent pas forcément l'annoncer, le dire, parce que encore une fois, ça fait un peu peur, mais c'est quand même la réalité. Alors peut-être pas tout à fait au même rythme, mais le nombre de changements d'organisation qui peuvent avoir lieu sur une période courte, de 2 ans, 3 ans, c'est très important, même dans des entreprises métallurgie, industrie plastique, enfin des situations de cette nature. Okay. Et justement, est-ce que vous trouvez que la manière d'appréhender ces modifications d'organisation en France, je connais mieux la France que les autres pays, mais ça s'est amélioré. Je trouve que fut un temps, on était vraiment
peu dans l'anticipation, on était beaucoup en réaction. Alors, on ne va pas y inscrire parce que c'est une autre question sur la partie GPEC qui avait quand même à la base cet objectif-là. Mais est-ce que vous trouvez que les personnes avec qui vous échangez ont quand même cette vision d'essayer d'être maximum, compte tenu des contextes, d'anticiper, ou encore on est trop rapidement dans des délais très contraints de structure et ça n'aide pas? Ou est-ce que vous voyez des différences sur les secteurs? Ouais, je pense qu'il y a des vraies différences selon les secteurs et les tailles d'entreprise. Ça, c'est une évidence. Ensuite, oui, je pense qu'encore une fois, le contexte force aussi, pousse les entreprises à être dans l'anticipation, dans la mesure du possible. Oui. Après, souvent quand même, on doit faire face à un événement et puis on doit être agile et réagir très vite. C'est-à-dire que le rythme il y a un rythme, il y a une accélération de tous ces processus de transformation. Le Covid a fait, je pense, réfléchir pas mal de conseils d'administration sur les métiers de base, la manière de préserver le cash, les sujets d'activité qui sont peut-être pas aussi cœur de métier que possible. Voilà, il y a quand même, à mon avis, une priorisation qui est faite dans pas mal d'entreprises. On voit des mouvements de désengagement, de M&A qui sont aussi liés à ça. Et je crois que c'est pas une question de taille d'entreprise. Il y a des entreprises très très agiles. On fait chez tout haut, là, L'Oréal, une entreprise qui ne fait jamais de plans sociaux et qui pourtant a une agilité exceptionnelle malgré sa taille. Pourquoi ? Parce que les gens, ça voulait dire les salariés, le management, les partenaires sociaux, sont mis en mouvement de manière permanente et au lieu d'attendre quelque part... alors les partenaires sociaux sont évidemment informés, consultés comme il se doit, mais je veux dire, c'est pas aussi, entre guillemets, traumatisant que certains dossiers qu'on a connus il y a 10, 15, 20 ans. Plus lourd, où on lançait une convocation du CE, à l'époque c'était le CE, et tout le monde paniquait en se disant qu'est-ce qui va se passer. Et justement, ça va permettre comme ça d'aborder la question numéro 2. Pour vous, l'un des acteurs naturellement qui est clé dans le cadre de vos échanges, j'imagine bien que c'est la direction des ressources humaines. Alors, direction des ressources humaines, RH ou responsable des relations sociales, mais on va dire que c'est la tête. Pour vous, son rôle dans ce genre de sujet, quel est-il ? C'est quoi son positionnement ? Comment il doit faire dans une situation finalement dont il ne connaît pas toujours bien les tenants et les aboutissants ? Parce que parfois, on lui dit ce qu'on a envie de lui dire. Alors, parfois, il a beaucoup d'informations. Je pense que vous avez des exemples peut-être que vous pourrez illustrer. Et parfois, il fait lui-même partie de la réorganisation. Et il le découvrira plus tard, dans une deuxième partie de l'épisode. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez peut-être, par rapport à vos échanges l'un à l'autre, nous remonter comme positionnement du RH ? Moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, la RH est au centre. Et donc, c'est la DRH qui va, au sens fonction, qui va piloter en général ces projets. La DRH ne peut pas y arriver toute seule. Et donc, elle va devoir embarquer effectivement le reste des membres, des CODIR, COMEX ou autres. Et là, on trouve CEO, CFO. Voilà. Donc, c'est à elle d'embarquer, je dirais aussi, tous ses membres. Et tu as des exemples, du coup, où tu as vu, par exemple, un DRH qui était très en amont et, à contrario, un DRH qui était très en... Alors, il ne s'agit pas d'avoir le nom de l'entreprise, on s'en fiche, mais des exemples concrets où tu te dis, là, c'est mal embarqué parce qu'il est tellement loin qu'il peut difficilement raccrocher les wagons, et, à contrario, quelqu'un qui était très en amont. Est-ce que ça, tu l'as concrètement vu ? Alors oui, j'ai vu les deux. Okay. En fait, j'ai vu les deux situations où concrètement en amont, et notamment quand tu fais partie de groupes internationaux, et donc là il y a un projet, et donc là tout le monde se met en mode projet, et tu as toutes les informations en amont, parce que on y reviendra peut-être après, mais il y a une chose est sûre, c'est que une des clés de réussite, c'est d'être le mieux préparé, même sans avoir anticipé. Donc, c'est d'être prêt dans l'impréparation, on va dire. Donc, et là, tu as des cas où tout est bien drivé, aligné, tout est clair, tu as toutes les infos. Et puis, il y a des situations où moi, j'ai plutôt vécu ce genre de situation où la décision est prise de quelque part
Et puis, tu te retrouves un peu tout seul, d'un seul coup. Ça, après, on va écouter aussi, je pense, sur cet aspect-là de Philippe, mais c'est souvent ce qu'on peut entendre, en fait. C'est-à-dire les RH qui raccrochent, qui est dans le point de réorganisation, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ça s'arrête, le projet il s'arrête, ou pourquoi subitement on décide d'externaliser. C'est pas toujours pédagogiquement amené. Je ne sais pas s'il y a aussi... Oui, moi, je trouve la majorité des cas, le DRH est plutôt... et pas dans le cénacle des décisions. C'est souvent le CFO et le CEO qui décident. Ah, et merci on dit de au le dire. DRH, écoute, mon vieux, tu vas supprimer des postes. Et c'est souvent, malheureusement, ces décisions sont prises dans un petit cénacle de groupes qui, au niveau international, qui ont pas du tout une compréhension des procédures dans lesquelles on va être obligé de rentrer en France. Oui. Même sur des sujets de départ volontaire qui sont pour les États-Unis, vous levez la main, vous partez, prenez votre chèque, on vous accompagne à la sortie avec une boîte, vous reprenez vos affaires personnelles. Bon, quand on commence à dire, mais non, c'est pas comme ça en France, il va y avoir un contrôle de l'administration du travail sur les départs volontaires, ne serait-ce que ça, les yeux sortent des orbites en disant, mais la personne veut partir. Oui, pourquoi voulez-vous contrôler son départ? Elle veut partir, laissez-la partir. Et on dit, bah oui, mais on ne veut pas que la personne parte s'inscrire au Pôle emploi. Il faut quelque part un congé de mobilité derrière. Il y a un accompagnement par un consultant. Bon, voilà, il y a énormément d'incompréhension. Et quand le DRH arrive trop tard dans le process, il n'a pas le budget. Il a des délais irréalistes qu'il ne peut pas délivrer. Il est déjà en retard. Et ça fait en crise. Il est déjà en retard sur le projet. Et donc, il se met déjà dans une position, on lui impose une position qui n'est pas la sienne. Et il n'a plus de marge de manœuvre. Et il est contraint de faire au mieux possible dans des conditions généralement juridiquement hyper risquées. Sans compter les dommages sur la collectivité, les problèmes qu'il ne peut pas traiter dans l'urgence. Oui. Belle transition en tout cas sur le fait que le DRH arrive en retard, parce que généralement s'il arrive en retard c'est que la communication n'a peut-être pas été faite non plus auprès des salariés concernés ou en tout cas au sens global. Finalement comment on peut se positionner ou comment on doit se positionner en tant que RH dans cette posture de communication? Parce que finalement, ça reste aussi le nerf de la guerre et surtout sur cette dimension-là. La communication vers les collaborateurs, comment est-ce que c'est au RH d'expliquer le projet de réorganisation ou est-ce que c'est le CEO ou le DG ou comment vous avez vu en tout cas les choses et finalement ce qui était plutôt bien perçu comme finalement moyennement bien perçu? La communication, c'est quand même le nerf de la guerre. En sachant que ce que je trouve qui est un peu difficile, en tout cas spécifiquement en France, c'est de bâtir un plan d'organisation, je trouve quand même vraiment lié au juridique. C'est quand même lui qui donne le là. Il y a la partie bien sûr budgétaire et instance, mais finalement les salariés, parfois on ne l'a pas dans la tête. Et la deuxième difficulté, en tout cas que moi j'avais trouvé pour avoir conduit à certaines réorganisations, c'était qu'en même temps il faut délivrer vis-à-vis d'un client. Et on ne peut pas se permettre de démotiver les gens. Et ça, je trouve que c'est vraiment une difficulté de parvenir à dire écoutez les gars, vous allez rire, dans 6 mois vous n'êtes plus là, mais alors par contre à fond sur le client. Alors ça passe pas très bien, étonnamment. Et ça, c'est vraiment compliqué avec un nombre d'arrêts qui est important et en même temps, il n'en faut pas. On ne va pas remplacer alors qu'on est en train. Et je trouve qu'il y a beaucoup de questions sur ces aspects-là avec une difficulté, mais votre retour va être aussi, à mon avis, intéressant. Les managers, on ne sait pas jusqu'où on doit descendre dans la hiérarchie pour leur donner de l'information. Et je trouve que c'est une vraie complexité, c'est-à-dire qu'il y a une communication qui est une annonce complète, bien sûr. C'est-à-dire, on va leur dire, voilà, dans un an, je dis une bêtise, on ne travaillera plus là, donc je vous annonce qu'on va se séparer de vous, ok. Et après, concrètement, comment ça marche? Et ça, c'est difficile. Est-ce que vous, notamment, vous dites, moi, dans les conseils que je donne, j'ai tendance à, oui, donner de l'information, mais quand même faire attention. Il y a des bonnes pratiques que vous avez pu voir vis-à-vis de la communication auprès des salariés. C'est quoi votre feedback vis-à-vis du management? Il y a le salarié en bas, ça c'est très... Les managers sont des salariés, mais je veux dire, il y a les employés ouvriers, si je caricaturais de manière outrancière, et les managers, jusqu'où on va dans l'échange avec eux quand on est au courant d'une réorganisation? Je ne sais pas si, oui. Moi, je reviendrai un petit peu sur cette notion de qui doit communiquer. Je pense que c'est le patron opérationnel qui doit communiquer, avoir le courage de le faire. Et généralement, il n'a pas toujours le courage de le faire. Il le sous-traite
au RH, qui est un peu... Qui redevient son ami. Voilà, qui Subitement. devient un peu C'est ça. Il est où déjà? devient son ami parce qu'il n'a pas envie de se prendre un CSE compliqué ou des collaborateurs qui sont pas contents. Donc la première chose, à mon avis, d'un RH, enfin que doit faire un RH, c'est de caler de comprendre les contraintes opérationnelles de son client interne. Parce que souvent, c'est un peu ça, il me faut des réductions d'effectifs pour faire le budget. Ok, d'accord, mais au-delà de ça, il faut garder les talents, il faut pouvoir continuer à recruter parce qu'on a besoin de recruter. On a des contrats énormes à délivrer et si on les perd, il y a des pénalités considérables. Voilà, donc c'est jamais aussi simple que ça. Et donc il faut que le DRH ait le courage d'affronter le CODIR ou le directeur des opérations en lui faisant comprendre que rien n'est gratuit, il y a du pour, il y a du contre, c'est pas une décision, la décision de quand est-ce qu'on annonce, c'est pas une décision évidente. En même temps, il y a des contraintes qu'on annonce partout dans le monde, il n'y a pas de raison d'annoncer plus tard en France. Enfin voilà, il faut qu'on comprenne jusqu'où on peut aller. Les budgets sont souvent sous-estimés et les délais, je vous en parle même pas, parce que les délais en France, c'est souvent... C'est moins vrai qu'avant. Oui, à une époque, on était vraiment très très loin de pouvoir délivrer en temps. Maintenant, on va plus vite que les Allemands. C'est déjà pas mal. Mais ça a bien changé, mais on va alors. beaucoup moins vite que les Anglais, ou que les Américains, forcément. ou que les Israéliens, qui partent quasiment du jour même. On leur annonce à 9h, à 10h, ils sont partis. Donc tout ça, c'est parfois pas suffisamment construit. C'est fait high level, comme on dit au niveau international. Et quand c'est trop figé, le DRH a plus la marge de manœuvre dont il a besoin pour se dire, écoute, si on gagne une semaine, voilà ce que je pourrais faire en off avec le délégué syndical. Je pourrais lui présenter les choses peut-être. On pourra peut-être aussi présenter les choses à l'administration du travail. S'il y a un nombre très important de suppressions d'emplois, nous, on considère important d'aller voir les pouvoirs publics. Quelques jours avant, pas forcément très longtemps, mais quelques jours avant, de manière à ce qu'on puisse avoir leur retour sur les mesures qu'on va mettre pour pouvoir avoir une discussion avec eux. Alors après, le management joue un rôle très important et il est souvent court-circuité, on ne lui donne pas les outils pour le faire, donc finalement on se retrouve dans un dialogue stérile stérile j'exagère, mais entre le DRH et le CSE. Et les managements voient passer les coûts, voient passer les communications. Ils n'arrivent plus à manager leurs équipes qui sont complètement démoralisées, qui viennent chercher leurs informations au CSE et le manager n'a aucun élément de communication qu'il puisse lui-même transmettre. Donc il est court-circuité et en même temps on lui demande de délivrer des contrats et il ne peut plus le faire. Exactement. Je ne sais pas si tu veux rajouter... Oui, moi je pense qu'effectivement... on l'a dit, la communication est clé, c'est de bien identifier pour le DRH en fait les acteurs avec lesquels il va devoir mener à bien ce projet. Et vous l'avez dit, en fait, c'est en interne et en externe, et avoir le mot juste, en fait, le bon équilibre de qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas. Je pense que le pire, c'est de ne rien dire, et notamment au niveau des managers. Et je l'ai vu récemment, où en fait, sur un projet, les managers ont été informés en même temps que l'ensemble des collaborateurs. Et en fait, ça a créé un vrai problème parce qu'ils se sont sentis complètement disconnectés. Ils perdent la légitimité vis-à-vis de leurs équipes. Et donc moi, je pense qu'il est essentiel d'impliquer les managers à un certain niveau. On sait bien qu'il faut respecter le calendrier social, etc. Mais selon moi, on ne peut pas annoncer une réorganisation, peu importe, suppression de poste ou pas, sans informer à minima les managers et les impliquer selon leur niveau d'intervention au niveau de l'organisation. Oui, c'est une bonne remarque. Et en fait, ce qui est finalement assez compliqué quand on conduit ce genre d'opération, et singulièrement lorsqu'on est le RH, c'est que, sauf exception, peut-être pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y aura des exceptions, mais le RH dans ce genre d'opération, il n'est pas staffé de manière complémentaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il gère quand même sa quotidienneté. On lui a pas dit, écoute, tu vas rire, tout ce qui est payé, tout ça, tu fais pas pendant 4 mois. Ça, on délègue. Non, il faut que ça gère, il faut que l'administratif, tout ça, ça continue. Et parallèlement à ça, il a ce de gros dossier qui, on en parle rarement quand même, qui émotionnellement est quand même difficile. On le dit peu, mais c'est pas un plaisir. Je sais qu'il y a des tordus, mais enfin, globalement, le RH qui va être amené à faire une réorganisation conduisant, je suis pas dans, évidemment, la mécanique de développement, mais de suppression de postes, il se dit pas le matin, chouette,
je vais être amené à pouvoir supprimer 10, 20, 30, 50 postes. C'est pas vrai. Ou alors vraiment, vous êtes tombé sur un cinglé. Et en parallèle de ça, c'est une pression émotionnelle importante et aussi une pression de temps pour lequel le CEO, trop souvent, sous-estime cet impact parce que c'est souvent le RH quand même qui va voir les gens et qui sort. J'adore les CFO, je les aime beaucoup. Ils font beaucoup de simulations et ils sont formidables. Mais enfin, c'est rarement eux quand même qui vont s'exposer, qui vont se prendre les coups. Le RH, lui, il doit quand même supporter les messages. En plus, il y a parfois des trucs, il n'a pas les réponses. Lui-même, il ne sait pas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. C'est une bonne question d'ailleurs. Ça, on n'a même pas posé en comité de direction. Qu'est-ce qu'on fait de cet outil ? Je ne sais pas. Donc, on remonte avec plein de problèmes. Et puis, tout le monde s'analyse de cerveau. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé dans certains sujets où ça remontait en codir. Mais un truc bête comme chou, c'était un truc informatique. Ah oui, comment on va faire pour... Alors, tout le monde se regarde. Toi, non, j'y ai pas pensé non plus. Mais non plus. C'est... Bon, on va décaler. On a décalé quand même. Parce qu'on avait une question qui était remontée d'un salarié. Mais tu dis, c'est quand même dingue. Personne. Donc, l'esprit brillant de la boîte sur autour de la pièce et personne n'y a pensé. On va décaler de 6 mois. Donc, c'est quand même aussi ça qu'il faut avoir en tête. C'est qu'on n'a plus toujours le gingin. Alors, je sais que c'est une expression complètement désuète. Mais de se ressourcer. Et c'est important. Je ne sais pas quelle est votre perception de ce que vit le RH dans ce genre de situation. Mais je trouve qu'on en parle insuffisamment. Avec l'accélération de ces plans de transformation qui font que quasiment il n'y en a pas un qui est déjà terminé, qu'il y a déjà le deuxième qui arrive. Quand il n'y a pas 3 ou 4 dossiers à gérer en même temps, parce que c'est la vie d'un DRH, c'est ça, il doit gérer 3-4 dossiers. Il y a une cession à faire, il y a une fusion à faire, il y a un changement de convention collective, il y a des accords collectifs, il y a des réductions d'effectifs, il y a une nouvelle techno, un nouvel ERP sur lequel il faut consulter. Et tout ça, donc la première chose à faire, je pense, c'est d'avoir autant que possible, c'est d'avoir une feuille de route sociale en début d'année et de dire à sa direction, écoute, voilà ce que je peux faire, ce que je peux délivrer, mais je ne peux pas tout faire passer sur 2022. Ça, c'est un très bon conseil pratique aussi. Donc ça, c'est une chose. Après, on voit des DRH, entre guillemets, essorés, vraiment très fatigués, à cause de ce rythme incessant d'infoconsulte, qui est à la fois une difficulté émotionnelle, donc il faut gérer ça, mais aussi c'est des heures et des heures de réunion, vous le savez ça. Oui, c'est des heures, on ne voit pas ça dans les autres pays, non, ça, et vous n'avez pas forcément plus de responsables RH dans un autre pays. Enfin, maintenant le monde actuel est calé sur des ratios, il vous faut un RH par X salariés, oui, c'est vrai. Et une personne de relations sociales. En France, il y a 4 fois plus de boulot ça sort du cadre ou qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réunions tout le temps, surtout quand il y a ce genre de choses. Sans compter les experts, sans compter les interventions extérieures, l'interférence politique qui est plus importante que dans la plupart des pays. Enfin, et tout ça, ça arrive sur le DRH, ce qui fait que de temps en temps, il peut plus, et il appelle au secours, il fait venir des managers de transition. Il peut aussi s'appuyer sur des conseils, mais ça n'empêche que c'est quand même une charge importante. Exactement, parce qu'il faut coordonner tout ce monde-là. Il a reporté, il aura fait une journée complète de négo et en fin de journée à 19h, il va appeler la Californie pour dire voilà comment ça s'est passé. Il risque de se faire engueuler parce que Elon, ça s'est pas bien passé. Et les autres lui disent pourquoi, etc. Enfin, c'est des journées de 15 ou 16 heures. Complètement. Je trouve que ça fait un peu cette transition avec le rôle des RH et des comités de direction dans les réorganisations. Chacun sa partition autour d'une table, enfin logiquement quand ça fonctionne bien. Alors oui, il y a des fonctions, c'est sûr, qui sont plus demandées que d'autres. Alors le CEO, on espère qu'il ait une vision. C'est pas si clair, je préfère le dire, parce que même parfois on voit bien dans les yeux, c'est obscur. Alors, sous-entendu, on m'a demandé de le faire, je le fais. Non mais véridique, franchement, là faut le faire, on va le faire. Te pose pas la question, fais-le. Bon, on va le faire. Et je trouve que les deux fonctions naturellement clés, c'est le CEO et le HR et le CFO, qui est aussi extrêmement sollicité parce que repose quand même sur lui. La fonction, c'est quand même arrivé, je ne sais pas si vous avez des exemples, mais de faire une réorganisation et de se rendre compte que ce n'était pas assez, de faire une deuxième réorganisation dans la foulée, parce que celle-là, on trouvait qu'elle était mieux que la première, qu'on n'avait pas bien anticipé en termes de chiffres. Ça, c'est horrible, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a foutu pendant des mois ? On s'est planté de chiffres, et quand on regarde les chiffres, franchement, j'ai détesté le CFO, où il faut recommencer. Il y a des choses qui sont... il n'y a rien de pire que de faire 2 PSE un par an, quoi. Ça tue vraiment. Ça saucissonne en morceaux, et c'est la technique la pire qu'on puisse imaginer. Donc effectivement, il faut que le CFO et le RH se parlent pour mettre en place des hypothèses de travail troisième petit conseil, parlez. Hypothèses de travail réalistes sur le planning des sorties, sur le coût des sorties, pour s'assurer que le payback de l'opération, elle est là. Complètement. Parce que s'il y a 6 ans de payback, d'abord l'expert va vous le dire, il y a 6 ans de payback, l'expert du CSE,
Et d'autre part, le conseil d'administration pourrait très bien dire si c'est vraiment 6 ans, mais ça n'a pas de bien sens. sûr, je suis d'accord. On va Bien trouver sûr, d'autres bien sûr, moyens. bien On sûr. va faire partir les gens, on va attendre l'attrition Complètement. naturelle, on va faire de la GPEC ou de la GEPP aujourd'hui. Voilà, donc souvent, les éléments financiers sont mal calculés, sont faits de manière globale, moyennés parfois d'un pays à l'autre, alors qu'en France, ça coûte plus cher de sortir quelqu'un qu'en Angleterre, hein, on le sait. Bien sûr. Voilà, mais donc il faut quelque part que le RH local en France ait suffisamment de courage qu'il soit reconnu comme étant un vrai professionnel pour qu'il puisse dire non, ça va pas coûter 100, ça va coûter 250. Voilà le temps que ça va prendre, ça va pas prendre 1 mois, ça va prendre 3 mois. Maintenant, voilà, monsieur le codir, vous voulez toujours faire ce projet ou pas ? Est-ce que les avantages que vous y voyez, que ce soit des avantages quantitatifs, parce qu'on fait des économies, ou qualitatifs d'agilité, d'avoir une organisation harmonieuse dans tous les pays, la même, etc. Oui. Est-ce que ça suffit pour appuyer sur le bouton et décider d'y aller ? J'imagine aussi que dans votre parcours, vous avez, indépendamment de la pression psychologique rencontrée, vous avez des RH qui se sont retrouvés démunis parce que c'était autre chose que leur demandait, et c'est parfois une fonction qui est totalement différente. Il y a des personnes qui n'ont jamais, avant qu'on leur dise de faire une réorganisation, on n'est pas né avec une baguette en disant voilà, j'ai de puissance, je sais le faire. Non, c'est pas inné. Et pour qui certains, c'était douloureux. Parce que c'est une nature qui n'est pas évidente. On change de positionnement. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire non plus. On attend des choses du RH qu'on n'attendait pas forcément en avant. Il y a forcément des RH qui, sans dire s'écrouler, mais qui sont sentis en difficulté. Enfin, je pense en tout cas, et ça peut être intéressant d'avoir votre retour sur... Alors, ce n'est pas uniquement les DRH, parce que quand vous avez un patron de site qui a recruté tous ses collaborateurs... Ah oui, bien sûr. Les opérationnels en général. Les opérationnels, ils refusent de faire l'opération parce que ça leur prend les tripes et ils ne peuvent pas... Ils se retrouvent au supermarché le samedi dans une petite ville de province avec des gens qu'ils ont licenciés, qu'ils ont recrutés. Oui, c'est vrai. C'est très, très dur, quoi. Nous, on est à Paris, dans le 8e arrondissement, la plupart du temps. C'est pas du tout le même... On est dans une zone de confort, mais quand vous êtes en province, dans des bassins d'emploi déprimés, je veux vous dire que c'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est jamais agréable. Il faut s'impliquer. Enfin, moi, je trouve que les bons managers sont ceux qui sont capables de s'impliquer personnellement dans le repositionnement de leurs équipes. Certains groupes le font bien parce qu'ils ont des prestataires qui travaillent autour d'eux et il y a des appétences, il y a des besoins sur ces métiers et ils mouillent la chemise, comme on dit, pour pouvoir, en appelant leurs collègues, en leur disant voilà, on va être obligé de se séparer de 5 ou 10 personnes, voilà leur profil, voilà la bourse à l'emploi, voilà ce qu'ils savent faire. Et d'autres confient ça au DRH, qu'il confie lui-même à une antenne emploi. Oui, ça peut arriver aussi. En fait, la responsabilisation, elle reste du côté de l'entreprise, la responsabilité de l'entreprise, mais parfois, c'est un peu dilué, quoi. Et je trouve que le DRH devrait prendre davantage à cœur, dans pas mal de situations, leur positionnement des salariés, parce qu'en plus, c'est un sujet de motivation de ceux qui restent, de savoir que effectivement, les gens qui partent ont été bien traités. Dans la deuxième partie, mais c'est intéressant. Il y a une vraie continuum de voir l'après. Donc, on en parle, on incite du coup nos auditeurs, nos viewers à écouter le second épisode qui aura l'occasion de traiter justement quid de ceux qui restent. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que dans ces genres d'opérations difficiles, on peut aussi déceler des managers. Moi, j'ai un cas présent en tête qui est un responsable logistique. Et alors, il s'est révélé, mais au-delà de toutes nos espérances, on s'est dit, alors ok, donc là, on assiste à l'émergence d'un vrai manager. Contrario d'un directeur de région, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors lui, il n'a jamais autant bien aimé son bureau. C'était formidable. Il y a toujours un truc. Il y a besoin de moi. Si je suis vraiment indispensable... Bon, c'est-à-dire que, globalement, tu es quand même le patron de la région. C'est quand même mieux si tu viens. Donc, je trouve que c'est dans ces genres de contextes un peu difficiles aussi, parce que c'est dans l'opulence, on ne repère pas forcément, mais dans la difficulté qu'on est amené à repérer des managers d'une grande qualité à côté duquel on aurait pu passer. Ça, c'est l'élément, je trouve, un peu, je ne vais pas dire positif, mais quand même, on se dit, alors là, on a un fort, franchement, il est exceptionnel. Et à contrario, des gens dont on aurait pu imaginer un vrai teneur managérial, moi, j'ai des cas en tête, une catastrophe. Et pour moi, honnêtement, à mes yeux, c'était fini. Je ne voulais même plus, je ne vais pas dire m'entendre parler, mais presque. Parce que je trouvais qu'il était éteint. Et quand on me parlait de lui pour des postes de direction, je dis même pas en rêve. C'est-à-dire qu'en fait, lui, toute sa vie, il va devoir accompagner de la croissance.
Parce que si ça pète, faut pas compter sur lui. Il a même tendance à dire à certains, je suis trop positionné, il y a d'autres sites qui vont mieux. Ah bah oui, c'est bien. Donc toi, tu repasses derrière, tu te dis, bah non, c'est limite, t'as pas envoyé l'aide de licenciement à pas avoir positionné. Donc je trouve qu'il y a aussi ça, il y a des manières de se révéler, je trouve, dans des situations difficiles. Alors parfois, il y a des choses moins rigolotes, moins sympas, il y a aussi des pots de banane, mais je sais pas si vous avez pu, dans vos carrières aussi respectives, déceler dans un sens ou dans un autre, des comportements managériaux, et peut-être vous avez des exemples à partager. Pour moi, c'est ce qui fait vraiment toute la différence, en fait. C'est ce qu'on appelle le savoir-être et le leadership. Et donc, je pense que tu as raison sur le fait qu'il y a des gens qui se révèlent, qu'on ne croirait pas comme ça, et effectivement, qui rejoignent les équipes qui pilotent ces projets, mais en y mettant, en s'impliquant et en ayant vraiment une posture de leader responsable. Et je pense que ça, c'est une clé aussi des succès, parce que ces personnes-là ont la proximité avec les équipes. Complètement. Oui, exactement. Je pense que c'est important. C'est ce qu'on nous demande d'ailleurs en première étape, souvent sur un dossier. On nous dit, vous êtes payé pour analyser les risques, les coûts, les solutions RH possibles et entre guillemets, la capacité de l'équipe locale à prendre les coups, à monter au créneau, à être suffisamment engagé, loyal et autres pour mener le bateau jusqu'à son port. Et parfois on arrive à la conclusion que non, que l'équipe n'est pas suffisamment soit expérimentée, soit volontaire, et donc il vaut mieux que les personnes partent avant. Il n'y a rien de pire que de partir au combat, entre guillemets, dans une aventure qui va durer 4, 6, 8 mois, avec des gens qui sont mal à l'aise, qui, pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui vont pas servir du tout de relais, et voilà, et qui risquent d'être totalement déstabilisés, dépassés par la situation. Et on s'en rend pas compte quand on habite, encore une fois, en ville, dans une grande ville comme Paris, mais voilà, la pression, elle n'est pas dans les sièges sociaux, avenue de Friedland ou avenue Marceau, ça dépend, parfois avenue Marceau, ça y va. Ça peut y arriver, mais je veux dire, voilà, mais vous prenez pas bien sûr. La situation de la même manière. Ça, c'est clair, oui. Ça, c'est vrai. Et c'est la solitude du patron d'établissement. Il a parfois un RH avec lui, quand il a de la chance. Il se retrouve dans son usine ou dans son site à 18h, il n'y a plus personne. Il se sent vraiment seul. Alors, et c'est pour ça qu'on insiste, nous, pour faire en sorte que, oui, on a des calls avec lui très régulièrement pour mettre en place on appelle ça des sensors, des palpeurs qui vont permettre de repérer parce que la situation peut évoluer très très vite. Bien sûr. En une demi-journée, ça peut évoluer. Et si vous manquez ces évolutions, vous n'êtes pas capable de réagir. Et la réaction est essentielle pour arriver à un accord collectif, pour éviter une grève, pour éviter quelque chose de pire, quoi. Et donc, avoir le sentiment que l'équipe fonctionne, que même si les gens sont dans des endroits différents, le premier, celui qui a le dossier, qui est le plus proche possible du dossier, reçoit un accompagnement, des conseils, une manière de se... Voilà, sent qu'il est capable de interagir avec ses pairs, puis à IRS, ça joue un rôle important. Comment vous avez vécu les relations avec les IRP dans ce type de projet de réorganisation ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez perçues que vous n'auriez peut-être pas voulu faire ainsi et malheureusement vous avez dû le faire ? Ou est-ce qu'il y a... Voilà... Je pense que la qualité du dialogue social au départ... au quotidien, déjà, ça donne le ton de si on a un projet qui sort du chapeau comme ça, on peut déjà savoir si effectivement ça va être relativement facile ou difficile. Une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est une vraie évolution aujourd'hui. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. C'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire petites ou grandes entreprises. C'est qu'est-ce qui est fait au quotidien ? Quelle est la relation avec les élus au quotidien ? Est-ce qu'il y a déjà cette lien, relation de confiance ? Quel est le niveau de communication ? Et en fait, ça change tout. On ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Enfin, ça vient aussi du respect. Et je pense que les gens sont capables d'entendre beaucoup de choses. Tout dépend comment on communique. Et ça, je pense que c'est essentiel. Oui, c'est vrai que d'une entreprise à l'autre, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, vous avez des niveaux de dialogue social, des niveaux de
compréhension de l'environnement économique et des enjeux Complètement. fondamentalement différents. Dans deux entreprises qui font la même chose, il y aura des entreprises crispées dans lesquelles tout passera par un CSE, Oui. où tout mouvement de machine, tout produit qui s'arrête, Oui. tout produit qui démarre fera l'objet d'une discussion, et des entreprises à 3 km qui font exactement le même produit, où tout est fluide. Les gens comprennent qu'il y a Parfois, des ça produits tient à qui une meurent. personne. C'est vrai, Et, c'est vrai. et étonnant. voilà. Exactement. Et voilà, c'est ça. Donc ça, c'est essentiel pour nous qui sommes des consultants de comprendre très vite dans quelle situation on se trouve, parce que et quand on comprend que oui, les gens sont dans un mouvement régulier, qu'il y a eu des changements très réguliers qui ont été faits, qu'il y a une confiance, une relation qui s'est établie, eh bien évidemment ça rassure sur la capacité du corps social à accepter des décisions qui sont parfois un peu surprenantes. C'est une Moi, niche. je suis Alors, tout à juste fait- pour ouais. prendre juste pour prendre la dernière, mais ça permettra comme ça de lisser aussi ce point. Un conseil, un RH qui viendrait ou qui écoute là et qui a un enjeu d'organisation, ça serait quoi? Un ou deux conseils? Ça, c'est la première question. Et dans la foulée, un exemple que vous avez eu récemment ou pas récemment d'une réorganisation qui s'est bien passée et à vos yeux, pourquoi ça s'est bien passé? Et à contrario, une réorganisation qui s'est mal passée et selon vous, pourquoi elle s'est mal passée? Et après, on passera sur la toute dernière partie un peu plus perso, si je peux me permettre. Une transformation, un RH face à une transformation, encore une fois, comme on se le dit, doit être impliqué le plus vite possible, doit signaler sa position s'il n'est pas d'accord sur les timings qui lui paraisseraient non réalistes, sur des difficultés qu'on découvre sur les catégories professionnelles, par exemple. Les groupes veulent supprimer des postes et en même temps, il faut que ces postes soient supprimés parmi les low performers. Il y a déjà un problème de logique dans tout ça. Soit le poste est supprimé, soit c'est un low performer qu'on remplace. Vous voyez, donc on est dans un environnement qui n'est pas du tout l'environnement anglo-saxon où on laisse partir. Donc voilà, donc il faut qu'il soit le plus en amont possible, qu'il ait son mot à dire, qu'il ait une bonne relation avec les opérations, qu'il sache anticiper ce qui risque de se passer, qu'il essaye de se préparer et qu'il donne une feuille de route qui soit réaliste, de manière à ce qu'il soit jugé sur le fait de délivrer le projet dans les délais, sans simplifier les choses, sans accentuer non plus les difficultés, mais en expliquant de manière assez claire qu'est-ce qui risque de se passer de manière assez concrète, de manière à ce que les opérationnels puissent prendre leurs décisions dans de bonnes conditions. Quand le DRH dit il va y avoir une baisse de productivité d'engagement de 50% sur les 2 mois prochains, parce qu'on rentre en infoconsulte et les gens ne sauront pas s'ils sont concernés ou pas par le départ, et qu'il y a en même temps des contrats stratégiques qui se signent, il faut qu'ils le disent à l'avance, parce que ça veut peut-être dire qu'il vaut mieux décaler de 2 mois l'annonce pour sécuriser les contrats. Et voilà, ce genre de décision, souvent... Et donc, une réorganisation qui s'est bien passée, pourquoi? Et une réorganisation qui ne s'est pas bien passée, pourquoi? Des réorganisations qui se sont bien passées, c'est des réorganisations dans lesquelles les salariés étaient dans un état d'esprit relativement agile. Enfin, la culture d'entreprise était vers une agilité. On est plus dans du changement continu que dans du changement tous les 3 ans, comme on le faisait il y a 15 ans, où il ne se passait rien pendant 3 ans et on se commençait. Voilà, donc c'est le changement continu, faire en sorte que les salariés soient accompagnés dans le changement, mais ne le voient pas forcément de manière négative ou le moins négativement possible. Un truc qui se passe mal, c'est des délais non maîtrisés, c'est une situation où les pouvoirs publics s'interrogent sur le bien fondé de l'opération et considèrent qu'ils peuvent bloquer l'opération, que les délais sont pas réalistes, que le véhicule juridique n'est pas le plus adapté, et vous retrouvez parfois avec des contentieux au prud'homme en veux-tu, en voilà. Merci. Moi, le conseil, c'est effectivement bien passer une bonne expérience. C'est le DRH qui va être là avec l'équipe autour de lui, et le CEO, CFO, selon la taille, et donc de penser à 360 du projet. Le deuxième critère de succès, c'est effectivement de ne jamais oublier le déploiement opérationnel. Parce qu'on pense au projet,
On structure, on réfléchit, on écrit, mais en fait, la deuxième clé du succès, les réorganisations qui se passent bien, c'est qu'on a vu à 360 les implications du déploiement opérationnel. C'est là où on peut ajuster, c'est là, voilà. Donc ça, c'est une clé de succès. Merci. Merci. On va prendre passe. peut-être une ou deux questions. Vas-y, tu prends. Plus intime, comme tu ou dis. deux. Intime, là, les gens nous écoutent. Là, ils Intime. vont se dire. Ou alors, tu as changé les questions, peut-être, Pierre? Non. Tu nous fais non. peur, Pierre? Non, pas de panique. Une question peut-être toute simple. Quel est le moment que vous préférez dans la journée? Alors, je Et commence, pourquoi? moi, le matin. Donc, je suis une lève-tôt. Et donc, j'adore ce moment. Alors, 11h. j'ai une famille. Et donc, je me lève très tôt. En général, avant 6h. Et j'aime ce moment où je suis seule. En fait, petit thé, je vais lire la presse. Je vais surfer un peu sur les réseaux sociaux. Je vais m'intéresser à un article. Et j'aime ce moment qui est, pour moi, unique. À moi. Même réponse. Mais encore Ah plus mince, tôt, on n'avait à pas 3h. À 3h cette fois-ci. Bah, je crois que c'est bon pour cet épisode, Je pense Pierre. que oui. Parfait. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. On espère vous retrouver très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter ou nous follower sur nos différents réseaux sociaux. À très bientôt pour la partie 2.